Alors, nous recevons dans la troisième partie de cette émission un invité, un ami, un compatriote qui vit aux États-Unis, qui est de passage au pays et qui est dans l'humanitaire. Il se nomme M. Isidore Kodjo Ayiwonou, il vit aux États-Unis. Alors, nous allons lui laisser la parole d'abord pour qu'il se présente à nos lecteurs, à nos internautes, et qu'il nous dise il est aux États-Unis depuis combien d'années, qu'est-ce qu'il fait là-bas, et voilà. Alors, M. Isidore, bonne arrivée. Bonsoir, M. Haïté, oui. Bonsoir à tous les internautes et puis le collègue. Oui. Isidore à côté. Moi, c'est Isidore Kodjo Ayiwonou. Effectivement, comme l'a annoncé M. Haïté, je suis togolais d'origine et je vis aux États-Unis depuis 16 ans et je suis dans l'humanitaire. Il est vrai que je suis un homme d'affaires, mais à côté, je suis dans l'humanitaire et c'est ce qui m'a conduit ici. Je voulais un peu parler de mon organisation. Alors, vous êtes le fondateur responsable d'une ONG que vous appelez ECF. Vous pouvez nous dire comment vous définissez d'abord l'ONG, qu'est-ce que vous faites réellement, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette organisation, cette ONG? L'ONG Ebenezer Charity Foundation, en abrégé ICF, c'est une ONG toute particulière parce que nous avons commencé notre vision à partir d'une vision, c'est-à-dire à partir d'une inspiration. C'est ce que je voulais dire. L'inspiration, c'est que nous avons constaté que lorsque les camarades vont à l'étranger, on se fait de l'argent et on oublie le pays. Bon, moi, je ne suis pas politique, mais je veux quand même apporter ma modeste contribution pour le développement de mon pays. Et donc, j'ai commencé à rassembler les informations, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer l'organisation. Et je vis particulièrement à Minneapolis, dans l'État de Minnesota. Donc, j'ai commencé tout seul et après tout, j'ai invité des gens qui se sont joints à moi et puis nous avons mis sur pied l'organisation. Ça fait de cela 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Et déjà aux États-Unis, les gens nous sentent sur le terrain parce que nous travaillons beaucoup à aider les sans-abri. On leur apporte des soutiens de part et d'autre de la ville. Et j'ai décidé de travailler plus pour l'Afrique. Il est vrai que l'ICF se trouve à Minneapolis, mais nous avons désigné 5 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Togo, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Libéria. Et le Togo a été choisi, puisque c'est chez moi, la charité bien ordonnée commence par soi même. Et le Togo est le pays choisi pour nos projets pilotes. Et au cours de ce voyage, j'étais arrivé avec une douzaine de personnes avec moi pour la mission. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes dans l'humanitaire, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre ONG? Bien sûr. Aux États-Unis, nous nous sommes donné cette responsabilité d'accueillir les nouveaux venus aux États-Unis parce que il y a quelque chose que nous ne comprenons pas lorsqu'on vit ici ou bien lorsqu'on se déplace pour aller rester aux États-Unis. On pense que, bon, arrivé là, tout est déjà disponible. Non. Nous avions eu à parcourir des étapes qui nous ont donné cette expérience-là. Lorsque vous arrivez aux États-Unis, c'est à vous d'aller chercher les informations. Il n'y a personne qui puisse vous donner les informations. Et il n'y a personne qui puisse vous assister. Il y a le système. Mais quelqu'un qui vient du Togo ne peut pas comprendre le système. Donc, nous avons créé ce réseau. Quand je parle de réseau, je parle de notre organisation qui est un centre d'accueil. Donc, lorsque les nouveaux venus arrivent à notre centre, nous leur donnons les informations qu'il faut. Ou aller chercher sa carte qui te permet de travailler, sa carte grise, ou aller comment chercher du boulot, comment apprendre à conduire,
comment trouver un avocat pour vous aider dans votre démarche. Donc c'est ça que nous faisons concrètement là-bas. En plus de cela, nous cherchons les sans-abri et nous leur apportons un soutien. La plupart du temps, c'est les vêtements ou bien c'est des vivres que nous donnons à ces gens-là. Maintenant, en Afrique, il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais nous sommes focalisés sur 2 points. Le premier point, c'est de l'eau potable aux communautés rurales. Et le deuxième point, c'est le sponsor de l'éducation. Et nous nous intéressons plus aux orphelins. Et en plus des orphelins, il y a d'autres enfants qui sont démunis et qui ont besoin d'aide. Il y a des enfants que j'ai rencontrés qui ne peuvent plus continuer les classes sans notre aide. Et c'est là notre point de focus, comme on le dit en anglais. Ok, alors là, vous êtes au pays depuis quelques semaines, vous n'êtes pas en tourisme, c'est vrai que vous êtes rentré chez vous, mais c'est pour poser des actes forts, vous avez des projets, puisque votre ONG a une antenne au Togo qui travaille, tant bien même que vous êtes à Minneapolis. Alors vous êtes là depuis quelques semaines, vous avez été à l'intérieur du pays, vous êtes allé dans certaines localités, vous avez posé des actes. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, d'abord sur la question de l'eau, ce que vous avez fait pendant ce séjour? En ce qui concerne, j'aurais voulu commencer par l'éducation. Ok. Sur l'éducation. D'abord, nous sommes arrivés ici avec une délégation de 5 personnes des États-Unis et de 6 du Nigeria, 1 du Bénin, 1 du Ghana. Je suis le directeur fondateur, le PDG de l'organisation. Et j'étais arrivé ici avec la directrice exécutive et puis mon directeur d'opération. Et puis ensuite mon conseiller principal, tous des États-Unis. Les autres qui étaient venus des pays voisins, c'était pour s'inspirer de la mission que nous étions venus faire pour que lorsqu'on va déclencher les activités chez eux, ils peuvent avoir une idée de comment cela se passe. Donc concrètement, nous avons sillonné le village de Bala, ça c'est dans les Zio. Et oui, là, avant notre arrivée, nous avons un bureau local qui avait déjà préparé le terrain. Et donc ils avaient enregistré une centaine d'élèves de la classe du CP1 jusqu'en classe de terminale dans ce village. Et nous avions préparé les kits. Et lorsque nous parlons de kits scolaires, il s'agit de crayons, bics, tous les cahiers qu'il faut pour l'enfant, les règles, les livres et le sac de collier. Donc lorsque l'enfant prend ce kit, il part directement à l'école. Et nous avons préparé ça du CP1 jusqu'en terminale pour une centaine d'élèves dans le premier village de Bala. Le deuxième village que nous avons sillonné, c'est le village de Bolou à Tivine. Ok, toujours dans les IO, ça. Toujours dans les IO. Et là aussi, on a donné une centaine de kits scolaires. Et nous avons sillonné 2 orphelinats. Le premier orphelinat, c'est CTM. Ils sont à Didogone. Ok. Je ne connais pas trop. Okay. Et ensuite, il y a l'orphelinat La Solution à Zongo. Et donc, au total, on a distribué 500 kits. Ça, c'est pour sponsoriser l'éducation des enfants. Et pour la rentrée qui vient, là. Pour la rentrée qui vient. Et donc, en ce qui concerne l'eau... Oui, je laisse Isidore poser les questions sur l'eau. Non, d'accord. Oui, bon, allez-y. En ce qui concerne l'eau, nous avions prévu inaugurer au moins 2 châteaux d'eau durant notre mission. Mais le premier château d'eau devait se faire à Bolou, à Tivime. Nous avons envoyé les experts là-bas et on s'est rendu compte que ce serait très coûteux compte tenu de la roche sous-sol. Donc, finalement, on a eu à faire le forage
dans le canton d'Astrama, dans le Hao, et dans un village Boloué, Kalessou, c'est comme ça qu'ils appellent le village. C'est une petite, une grande agglomération dispersée dans les hameaux. Et donc, au total, on avait 5 petits villages qui étaient venus et qui pouvaient en bénéficier. Donc, on avait 5 chefs de village qui étaient là. Et on a eu la chance d'inaugurer notre tout premier joyau que nous avons offert à cette population. Ils m'ont parlé de 4000 habitants qui pouvaient en bénéficier. Et je peux dire que c'était très émotionnel de voir des gens qui ne demandent pas de la nourriture, mais qui étaient très, très fiers d'avoir l'eau. Pour certaines personnes, l'eau n'est rien, mais pour eux, c'est quelque chose. Et il faut aller loin dans les hameaux pour comprendre cette réalité. Sur quelle base vous avez choisi ces lieux pour l'eau, l'éducation, ce que vous avez offert? Au début, j'ai parlé de l'inspiration. Mon ONG est différent des autres ONG. Je n'ai pas d'intérêt personnel. Je suis guidé par ce que Dieu me dit de faire. Quand j'ai eu cet appel d'aller aider ma population, je devrais tout d'abord aller dans mon village, puisque moi j'étais né dans un petit village au Togo. Mais j'ai demandé à mes représentants locaux de faire des études des milieux qui ne sont pas trop loin de Lomé, parce qu'avec une délégation des États-Unis, une délégation des autres pays, ce serait difficile de faire toute une semaine en parcourant, en allant très loin de Lomé. Ça va fatiguer. Donc c'est ça qui a fait qu'on a choisi des endroits plus proches. Mais pourquoi pas d'autres villages? Non, là, c'est peut-être par chance. Si c'est Dieu qui nous guide, c'est ce Dieu-là qui a fait qu'on a choisi là où on était allé. C'est tout ce que je peux dire. Alors, lorsqu'on vous entend parler et on entend les chiffres, c'est-à-dire que dans un village comme celui de Kpala, vous avez fait des dons jusqu'à 100 élèves, du primaire jusqu'au lycée. Dans un second village, même chose. Et à Lomé, dans 2 orphelinats, même chose. Ça veut dire que le besoin est énorme. Et comment se fait-il que des gens soient aussi démunis que ça? Qu'est-ce que vous avez, quel message vous avez eu à travers ça? Dans le village de Kpala, c'était notre premier village à sillonner. J'ai dit quelque chose. Lorsqu'on dit qu'une ONG américaine arrive pour faire des dons, les gens s'attendent à voir des blancs. Mais je leur ai dit non, moi je suis togolais, né d'un village. Le problème à moi, ce n'est pas je ne sais pas si les gens vont me comprendre, parce que tout est fait par inspiration. Et ce que je fais, je le fais sans intérêt. Votre question, c'était si... Oui, ça veut dire qu'il y a énormément de besoins dans cette village-là. Il y a énormément du besoin. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on était à Rochen, dans le canton d'Astrama, pour inaugurer le château d'eau, les autorités locales étaient venues et ont estimé le besoin de forage pour Hao seul à 2500. Et j'ai versé les larmes pour la préfecture de Hao. 2500 forages. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'avais mis sur pied un panel pour étudier le problème d'eau au pays. Nous, on avait estimé qu'avec 4000 forages, on pouvait résoudre le problème au Togo. C'était notre estimation. Et donc, quand je venais, j'avais mobilisé des fonds juste pour ce projet pilote. Mais maintenant que je suis venu voir la réalité sur le terrain,
Mais vraiment, je vais vous dire que le besoin est très élevé. En ce qui concerne les élèves aussi, chaque jour que Dieu fait, après que nous avons fait notre tournée, je reçois des centaines de messages par jour. Les gens m'envoient même des listes de fournitures. Que moi aussi j'ai mon enfant ici, nous sommes dans ce village, nous avons 25 élèves, nous avons 100 élèves, chaque jour que Dieu fait. Et c'est la même chose pour le directeur exécutif local. Il reçoit tous les jours des courriers. Et aussi lorsque j'arrive dans le village, les chefs du village, je vais dire les autorités locales, ils me présentent leurs doléances. Ce que j'ai dit premièrement, c'est qu'il faut que les gens comprennent que moi, je ne suis pas politique, je n'ai rien à faire avec la politique, mais tout ce que je peux faire, si Dieu peut m'utiliser pour changer la vie des gens, je le ferai. Et c'est la bataille que je suis en train de mener. Que Dieu m'aide à arriver à bon port. Alors, avant de revenir sur les questions des coûts, comment vous mobilisez les fonds que Isidore va poser, les cahiers que vous avez donnés, par exemple, à ces 300 élèves, vous les avez fait venir des États-Unis? 500 élèves. 500 élèves. Oui. Ces cahiers sont venus des États-Unis, ces fournitures, ou vous les avez pris ici sur le terrain? Nous avons mobilisé les fonds. Okay. Et nous avons demandé à notre bureau local de nous fournir un budget sur toute la mission. Et donc, nous avons mis l'argent à leur disposition et tout a été acheté ici au Togo. Au Togo. Oui. D'accord. Oui, à voir ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est 100 élèves par-ci, 100 élèves par-là, de l'eau potable pour les populations. Bon. Certains diront que M. Isidore il est riche, il en a trop plein, c'est pourquoi il distribue. Ou bien, autrement dit, d'où tirez-vous vos ressources? D'abord, je ne suis pas riche. Et je ne serai jamais riche. Pourquoi je le dis? Ça dépend de comment vous définissez la richesse. C'est ça. Autant que j'aurai, autant j'y donnerai. Donc, je ne vois pas à quel moment de ma vie je peux accumuler tant d'argent pour qu'on m'appelle riche. Mais je suis riche parce que lorsque je vois le sourire dans les lèvres des enfants, je suis riche. Ouais. Mais en ce qui concerne la richesse financière, accumulée quelque part, je n'en ai pas. Oui, bon. Et puisque je ne suis pas riche, peut-être le peu que j'ai, je pouvais utiliser ça pour me construire de grandes villas, rouler dans les grandes voitures, mais bon, Dieu m'a béni. Je peux dire que depuis 16 ans, je suis aux États-Unis avec ma femme, j'ai mes enfants qui sont là-bas aux États-Unis, je suis de nationalité américaine, j'ai une maison ici à Lomé. Bon, je ne souffre pas, mais il y a des gens qui sont plus riches que moi, qui pouvaient aussi faire mieux que ce que j'ai en train de faire. Donc, peut-être mon appel, c'est de dire aux gens qu'il ne faut pas penser que quelqu'un doit être très opulent avant d'aller donner aux populations qui souffrent. C'est pourquoi vous allez voir, la devise de notre organisation, c'est donner de l'espoir aux sans-espoir. Alors, comment vous mobilisez les fonds? C'est la question principale. Est-ce que vous faites des appels de fonds aux États-Unis, auprès des particuliers, auprès de la communauté togolaise, auprès d'autres ONG? Comment vous arrivez à mobiliser tout ça? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Aux États-Unis, bon, peut-être pas seulement aux États-Unis, mais je connais bien la réalité des États-Unis. Vous ne pouvez pas créer une ONG et du jour au lendemain, les gens vont vous donner les fonds. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup d'Africains qui essayent de faire quelque chose. Et des gens pensent que, bon, lorsque je vais créer ça, les Blancs vont me donner l'argent, je vais aller faire. Et lorsqu'ils font 1 an, 2 ans, on ne leur donne pas l'argent, l'organisation meurt. Vous voyez, moi j'ai compris ça autrement. Parce que je vais aller loin. J'ai mobilisé les fonds moi-même. Je ne veux pas dire combien j'ai mis à la disposition du bureau local, mais tout ce que nous avons fait, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent ne vient d'aucun donateur.
j'ai mobilisé les fonds moi-même. Est-ce qu'on peut déjà savoir, par exemple, ce que vous a coûté le forage de Asrama, le village que vous avez nommé tout à l'heure, et quelles sont les spécificités de ce forage-là? Comment fonctionne ce forage-là? Est-ce qu'il y a de l'électricité là-bas? Est-ce que, à quelle profondeur le forage a été fait? Et comment est-ce que les populations vont en bénéficier? Le forage d'Astrama, du canton d'Astrama, c'est un forage moderne, avec un château d'eau et équipé par un système de l'énergie solaire. Okay. Et donc, selon le budget qu'on m'a présenté, ils ont d'abord lancé un appel d'offres. Okay. Et il y a eu autour de entre 10 et 14 millions juste pour faire le travail. Maintenant, après le travail, il faut mobiliser les fonds pour recevoir le joyau, organiser tout ça là. Bon, donc, je ne peux pas donner un montant fixe, mais c'est au-delà c'est autour de 15 millions au total. Et pour les kits, pour 500 élèves, bon, en général, je pense qu'on a mobilisé autour de 40 millions que nous avons donné au bureau local pour faire toutes ces solutions-là. Revenons au forage. Ouais. Un forage équipé d'énergie solaire, ça nécessite un entretien. Vous avez parlé d'une agglomération de plusieurs villages. Comment les autres villages vont profiter de ce château-là? Est-ce que vous avez prévu un système d'alimentation qui va aller desservir les autres villages et tout ça? Effectivement, c'est deux questions. Oui. Le premier aspect, c'est de savoir comment est-ce que les gens peuvent entretenir. Oui. Normalement, lorsque vous allez sur notre site internet, nous en avons deux. Sur les deux sites, vous allez voir les mêmes informations. Nous commençons d'abord par mettre sur pied un comité de suivi. Le comité, nous travaillons avec le comité. On leur donne une formation. Et tout au long du travail, ils suivent avec nous jusqu'à la fin. Et même après l'inauguration, nous leur donnons des cours sur l'entretien du forage. Et c'est ce que nous faisons partout où nous allons. Maintenant, il y a plusieurs petits villages environnants qui vont en profiter. Par exemple, ce comité a été formé en tenant compte de tous ces villages-là. Et maintenant, le jour de l'inauguration, nous avions au total, je pense, 6 robinets. Robinets. Oui, c'est ça, non? Ouais. Maintenant, les doléances qui nous sont présentées, c'est que si on pouvait faire l'adduction pour aller vers ces villages-là. Et j'ai demandé au bureau local de préparer un budget pour nous et que nous allons étudier. Et notre fierté, c'est de donner satisfaction à ces populations-là. Donc, nous avons déjà commencé. Si le budget qu'on nous présente n'est pas trop élevé, nous pensons faire l'adduction pour aller vers les villages environnants. Alors, une autre question avant que Isidore ne vous demande vos futurs projets et tout ça. Ouais. Alors, 4000 personnes pour ce forage-là, c'est quand même énorme. Ouais. Et vous pensez que ce forage va suffire, ça va desservir jusqu'à 4000 personnes, ils vont tenir dans le temps? Ça va tenir, pas à 100%, mais 4000 personnes qui n'avaient rien du tout, oui. Et avec un château d'eau moderne, je pense qu'il y a un soulagement. Oui. C'est pour cela que j'ai demandé l'adduction. Avec l'adduction, nous pouvons même augmenter la capacité du château. Et là, on va desservir ces populations-là, ils seront plus... Quelle est la contribution des villageois eux-mêmes? Est-ce que vous avez demandé une contribution, parce qu'on est aujourd'hui dans la coopération self-help, est-ce que vous avez demandé aux villageois une contribution, ou bien leur contribution serait juste l'entretien, le suivi et tout ça? La seule contribution que nous avons demandé, c'est l'entretien, pour le moment. Et je n'entends pas demander de contribution financière
auprès des villageois. Parce que je connais la réalité sur le terrain. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et lorsqu'ils vous voient venir, pour eux, vous êtes un bon samaritain. Donc, allez leur demander une contribution financière. C'est trop. Oui, ce serait un peu trop. Oui, Monsieur Isidore, avant de parler des perspectives de votre ONG, dites-nous, je suis d'un petit village, je viens de Bamako-Pé, à côté ici. Je veux que vous nous installiez un forage, ou bien il y a des élèves, des enfants démunis dans le village. Comment je fais pour bénéficier de l'aide de votre fondation, ou bien c'est vous-même qui allez venir vers nous? Comme je vous l'ai dit, depuis la fin de notre mission, je reçois des courriers tous les jours. Et maintenant, ces courriers-là, moi, en tant que président, je les achemine vers le bureau local. Le bureau local va étudier. Il va nous présenter par les projets et nous allons choisir par nécessité. Bon, il est vrai que je peux, par un droit de veto, décider de faire ça ici ou là. Surtout que les fonds viennent de moi. Mais je respecte cette déontologie-là. Je laisse les gens travailler surtout qu'il y a toute liberté. Oui. Mais donc, pour répondre à votre question, il suffit de nous joindre. Vous avez notre site internet, c'est www.ebenezercharity.org ou bien www.ecfhope.org. Vous pouvez aussi directement, lorsque vous tapez Ebenezer Charity Foundation sur l'internet, sur YouTube, vous allez voir. J'avais oublié de mentionner qu'avant cette mission, nous avions déjà envoyé des cartons de vêtements à un orphelinat, La Solution à Zongo, l'année passée. Et à l'heure où je vous parle, je suis en train de préparer des vivres. J'ai envoyé une centaine de sacs de riz des États-Unis et mon conteneur est déjà arrivé. Donc je suis en train de préparer ces vivres-là pour les orphelinats. Et ça, je le fais à titre personnel. Je ne passe même pas par l'organisation. Parce que après tout, c'est un appel. Alors, parlez-nous un peu de vos perspectives. Vous en avez nos perspectives. Je vais vous donner quelque chose ici sur mes brochures. On dit ici sur notre brochure que le continent africain, c'est l'estimation de ICF, compte 50 millions d'orphelins. Le paluche tue 3000 enfants africains par jour. Et pour répondre à la sanitation universelle avec l'eau potable, il faut 30 milliards pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest seule. Maintenant, en plus de cela, je vais vous dire quelque chose. La pauvreté en Afrique tue plus que le palu, la tuberculose et le sida, les trois combinés. C'est ce que les gens ne savent pas. Et donc, c'est ça qui nous donne cette envie de vouloir faire ce qu'on peut faire. Moi, je n'ai pas de limite. Je dis souvent, je vais travailler jusqu'au jour où Dieu me dit, tu en as fini. Maintenant, nos perspectives, c'est que je veux que d'ici 10 ans, que je puisse résoudre au moins un quart du problème d'eau au Togo. Et que tous les projets qui me seront présentés pour sponsoriser l'éducation des enfants, surtout des orphelins, que je puisse résoudre au moins 50% de ces problèmes-là. Maintenant, où sont les fonds? Je vous disais au début que lorsque vous commencez quelque chose comme ça, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Mais quelqu'un qui est vraiment
conscient. Qui sait que M. Isidore et son organisation sont allés en Afrique et ils ont dépensé 50 millions de francs CFA. Mais il n'a plus besoin d'autres preuves pour vouloir se joindre à nous. Et donc, ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pour qu'on puisse avoir des preuves pour montrer aux gens que nous sommes sérieux sur le terrain et que nous avons besoin de leur appui. Et j'ai demandé à ma délégation avant leur départ pour les États-Unis, j'ai dit, ne m'attendez pas à aller travailler sur le terrain, j'ai donné les instructions. Je veux qu'à la fin de cette année, qu'on puisse mobiliser au moins un demi-milliard de dollars. Et là, vous comprenez ce qu'on peut faire avec ça. Donc, les perspectives, c'est ça. Je vais aller loin, je ne vois rien au monde qui puisse m'arrêter, sauf Dieu. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent sur notre page YouTube? Vous avez une interpellation, une exhortation? Vous qui êtes venus voir la réalité du terrain, est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos frères, nos frères, tous ceux qui vivent à l'extérieur? Le message que je vais lancer, c'est d'abord à l'endroit de mes compatriotes ici au Togo. Je sais que certains ne veulent pas l'admettre, mais il y a des gens qui sont riches. Si vous ne voulez pas passer par d'autres voies, je pense que la voie humanitaire est très, très facile. Là, vous touchez directement la population. Vous voyez. Et donc, mon appel, c'est que ceux qui ont les moyens, venez. On va travailler ensemble et on peut aider nos populations. Si vous ne voulez pas vous joindre à nous, allez créer quelque chose qui va vous permettre aussi d'aller vers les populations. Parce que moi seul, je ne peux pas le faire. Je ne peux même pas faire un quart du travail qui est sur le terrain. Donc, mon appel, c'est que les gens se lèvent, que les gens comprennent qu'il y a le besoin sur le terrain et qu'ils aillent vers les populations démunies pour les aider. Maintenant, à l'endroit de mes compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, les gens ne savent pas que nous sommes très nombreux. À Minneapolis seul, c'est-à-dire dans l'état de Minnesota, nous sommes 7000 Togolais. Le jour où je faisais l'inauguration de cette organisation, j'ai dit, vous pouvez voir le site internet. Oui, mon site internet, il y a la vidéo là-bas. J'ai dit aux gens, si les 7000 Togolais, chacun peut faire un forage, un seul, ça fait combien? 7000 forages au Togo. Et je parle de Minnesota seul. Nous avons 50 États. Vous voyez un peu ce que ça donne. On ne parle même pas encore d'Europe. On ne parle pas de l'Asie. On ne parle pas des autres pays africains où il y a la diaspora togolaise. Donc, mon appel est simple. Si vous ne savez pas comment le faire, venez vous joindre à nous et nous allons faire le travail ensemble. Si vous ne voulez pas vous joindre à nous, au moins, allez vers votre propre village. Faites un forage pour la population. Sponsorisez tous les enfants, tous les orphelins qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Pour toute l'éducation, c'est la clé de tout développement. Il n'y a pas de question là-dessus. Si on n'encourage pas l'éducation, on ne va nulle part. On va rester comme ça. Et c'est très déplorable. Alors merci d'être passé, M. Isidore. L'entretien était intéressant. Nous-mêmes, on passera après vous voir, parce que nous-mêmes, nous sommes des orphelins à l'alternative. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire aussi? Et donc, merci vraiment d'être passé. Merci pour ce que vous faites pour ces enfants, ces jeunes et nos frères qui sont dans les villages et qui n'ont pas accès aux besoins élémentaires qui sont l'eau, l'électricité et tout ça. Nous souhaitons que vous trouviez encore plus de moyens pour aller vers ces populations et les soulager. Merci d'être passé et bon séjour au pays et à bientôt. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. À la prochaine.